Oui, non, mais oui, tu as relu mon texte que j'ai rendu par rapport à la dernière, mais là, alors oui, je suis désolé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vois que mon texte t'a imprégné au point. Oui, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est d'un élément du dossier hagiographique de Saint-Georges, qui est réputé être le premier évêque du Puy, puisque, mais c'est pas le sujet du jour. Moi, j'ai des doutes très sérieux sur l'existence même de Saint-Georges. Mais au fond, c'est pas tellement ça qui compte. Ce qui compte, c'est que au XIIe siècle, les gens étaient persuadés que Saint-Georges avait existé. Et donc, comme un saint, s'il a existé, ou si on considère qu'il a existé, on peut raconter sa vie. Alors, le texte, il y a donc un dossier hagiographique de Saint-Georges, c'est-à-dire l'ensemble des textes qui racontent la vie d'un saint, y compris posthume, puisque les saints sont des morts très spéciaux, qui accèdent immédiatement à leur mort terrestre, pour les chrétiens médiévaux, à la vie éternelle. C'est la grande différence entre le saint et le commun des mortels. Le commun des mortels est censé attendre la parousie, le retour du Christ et le jugement dernier, pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Le saint, lui, y accède tout de suite. Ce qui fait que le saint est un mort qui est toujours vivant, en fait. C'est un mort qui a une deuxième vie, et c'est pour ça que les saints continuent à intervenir pour les chrétiens médiévaux dans la vie sociale, notamment par des miracles. Donc, dans ces dossiers hagiographiques, on a des récits de vie qu'on appelle vita, et puis on a des miracula qui racontent les miracles posthumes du saint, les interventions posthumes du saint dans la société. Puisque les saints sont considérés comme des acteurs à part entière de la société. Et donc, le dossier hagiographique de Saint-Georges, c'est au moins 3 vies latines. Alors, je ne vais pas toutes vous en parler aujourd'hui, et un récit de translation. Et ce qui va... donc, translation, ça veut dire un transfert du corps. Transfert du corps qui peut être à petite échelle. Si vous transférez le corps d'un saint d'un autel à un autre, c'est une translation. Mais là, c'est à échelle plus grande, puisque le récit de translation prétend qu'il y aurait eu transfert du corps de Saint-Georges, de Saint-Paulien, jusqu'au Puy. Puisque, alors, l'une des difficultés de ce dossier hagiographique de Saint-Georges, c'est qu'il est lié à la question des rapports entre Saint-Paulien et le Puy. Puisque Saint-Georges est censé avoir été premier évêque du Velay, j'ai dit du Puy tout à l'heure, c'est pas tout à fait vrai, en fait, du Velay. Il aurait agi, il aurait évangélisé le Velay, il aurait fondé une première cathédrale à Saint-Paulien, et puis il serait mort à Saint-Paulien, il aurait été enterré à Saint-Paulien, et ensuite il y aurait eu transfert du siège épiscopal au Puy, à Annicia, et plus tard donc, c'est ce que raconte ce récit, il y aurait eu transfert de son corps au Puy. Et en fait, ce récit, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il a été rédigé sous Pierre de Solignac. Alors, je précise tout de suite, c'est un dossier qui est assez embrouillé quelque part, parce que, en fait, alors, il y a bien eu un transfert, alors du siège épiscopal, on ne sait pas, mais il y a bien eu un transfert de la cité romaine de Saint-Paulien vers le Puy. Ça, on est sûr maintenant aujourd'hui que, initialement, le chef-lieu de la cité romaine est à Saint-Paulien. On ne sait pas quand est-ce qu'a lieu ce transfert. On ne sait pas s'il y a effectivement eu un transfert de siège épiscopal de l'un à l'autre, ou bien est-ce que dès le départ, c'est le Puy qui, récupérant le chef-lieu de cité, devient siège épiscopal. Parce que, en fait, tous les textes que l'on a sont des textes tardifs, au-delà du Xe siècle, donc vous imaginez, le transfert est censé avoir eu lieu au 5e ou 6e, en fait, les textes qu'on a datent de 4-5 siècles plus tard, 400-500 ans plus tard.
Et en fait, ces textes, en fait, quand on regarde bien ces textes, on s'aperçoit qu'en fait, ils savent rien sur leur passé. Donc, ils recomposent un passé. Et ils recomposent un passé, et c'est ce qu'on verra à cette occasion-là, ils recomposent un passé en fonction des enjeux du présent, en fonction des enjeux, des intérêts qu'ils ont à défendre au présent. Et cette affaire-là, elle rebondit. Elle rebondit dans les siècles postérieurs, hein, jusqu'à l'époque moderne, en fait. Puisqu'il y a encore des procès entre les chanoines de Saint-Paulien et de Saint-Georges-du-Puy, de Saint-Georges de Saint-Paulien et de Saint-Georges-du-Puy, encore au XVIIIe siècle. Donc, les choses sont embrouillées par des interprétations, alors par le fait que d'abord les textes sont très tardifs, et ensuite par des interprétations postérieures, qui elles-mêmes sont des interprétations en fonction des enjeux du présent. Bon, j'espère que je ne vous ai pas déjà trop perdu, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, le récit de la translation des reliques de Saint-Georges-au-Puy, donc qui raconte comment on aurait transporté et pourquoi on aurait transporté le corps de Saint-Georges de Saint-Paulien au Puy, se trouve dans un long acte du XVe siècle, donc vous voyez hein, déjà, acte de 1428, qui est un rouleau de plusieurs pots, qui est aux archives départementales de Haute-Loire, sous la cote G438. Et c'est un procès. C'est un procès devant l'évêque Guillaume de Chalencon, qui est l'évêque du Puy en 1428, entre les chanoines de Saint-Georges-du-Puy, donc la collégiale hein, qui correspond actuellement au grand séminaire, hein, et puis les chanoines de Saint-Georges de Saint-Paulien. Et ce procès, alors, avec l'ambiguïté d'ailleurs que la collégiale Saint-Georges de Saint-Paulien, attention, elle est dédiée en fait au Saint-Georges oriental. Hein. C'est pas Saint-Georges-du-Puy, hein. Mais les chanoines de Saint-Georges de Saint-Paulien, pourtant dédiés au Saint-Georges oriental, prétendaient avoir le corps de Saint-Georges, premier évêque du Velay. Ils avaient deux Saint-Georges, hein, celui de la dédicace de l'autel majeur, et puis ils avaient le corps de Saint-Georges du Velay dans leur église. Et les chanoines du Puy, de Saint-Georges-du-Puy, disent « Mais non, le corps, c'est nous qui l'avons. Il a été transféré chez nous. » Et donc il y a un procès pour savoir qui a raison. Alors, comme on est en 1428, le procès le conflit est très juridisé, c'est-à-dire que l'acte fait état de preuves. Hein. Donc on est allé ouvrir le tombeau de Saint-Georges dans la collégiale Saint-Georges-du-Puy, on a demandé à des médecins de 1428 d'examiner les ossements qui se trouvaient dans ce tombeau. Hein. Alors ils ont conclu qu'il y avait des ossements, voilà, mais ça fait preuve. Hein. On produit les authentiques, c'est-à-dire que dans ce tombeau, il y a la reconnaissance des reliques de Saint-Georges du Puy, enfin du Velay, par Pierre de Solignac en 163. On produit des actes pontificaux des XIIIe, XIVe siècles qui attestent le culte de Saint-Georges, premier évêque du Velay, dans la collégiale Saint-Georges du Puy. Et puis on produit comme preuve donc ce récit de translation, hein, de transfert du corps de Saint-Paulien au Puy. Ce récit de translation, il est produit d'après un livre liturgique, le Liber Legendarum Scholaris de la collégiale Saint-Georges du Puy, donc on donne la source. Hein. Donc vous voyez, on est vraiment sur une démarche juridique extrêmement fine. Hein. On croit toujours que les gens du Moyen-Âge, quand ils font des procès, c'est olé olé, pas du tout en fait. Hein. Là on donne carrément les références. On donne même les folios hein, à l'intérieur du Liber. Et c'est un livre liturgique, puisque le texte qui est produit d'après le Liber Legendarum est découpé en leçons. Hein. Les leçons, c'est que le texte servait en fait à l'office liturgique hein, des chanoines, et donc il y a un découpage hein, en leçons qui permet de scander l'office. Hein, donc on a pris un texte qui existait, et puis on a leçon 1, leçon 2, leçon 3, etc. Et avec un préambule qui annonce à la fois un récit de translation et une vie de Saint-Georges. Donc en fait, là ce qu'on produit c'est le récit de translation, mais dans le préambule de ce récit de translation, on nous explique qu'il y avait aussi une vita, hein, qui avait été composée par le même auteur. Et cette translation est censée avoir eu lieu à la fin du IXe siècle, à la mort de Guy, à l'occasion de l'évêque Norbert. Alors,
ce texte du récit de translation, qui est donc inséré en fait dans l'acte de 1428, qui est antérieur mais qui est inséré dans l'acte de 1428, on le retrouve aussi chez Médicis, le célèbre érudit que vous connaissez tous du XVIe siècle, qui a recopié ce texte, mais il n'a pas recopié lui à partir du procès de 1428, il n'a pas recopié non plus à partir du Liber Legendarum Scholaris de Saint-Georges, parce que le texte de Médicis n'est pas découpé en leçons. Donc il est très probable que Médicis a eu accès soit à l'original du récit, soit à une copie du récit faite sur l'original. Et donc ça veut dire qu'en fait on a une double tradition manuscrite, on a la tradition manuscrite de l'acte de 1428, et puis on a la tradition manuscrite de la copie de Médicis. Alors, on n'a pas de bonne édition critique. Il y a une édition dans l'édition de Médicis qui est pas bonne, parce qu'il a mélangé les variantes, il a fait la collation avec l'acte de 1428, et en particulier, elle n'est pas bonne parce qu'il a fait le choix de garder le découpage en leçons. Ce qui fait que si on fait pas gaffe, si on n'est pas trop au courant, on croit que le texte de Médicis était découpé en leçons. C'est affreux là, le micro. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. En fait, si on retourne au manuscrit de Médicis, qui est à la bibliothèque municipale, on voit bien que dans le manuscrit, il n'y a pas de découpage en leçons. Et puis, dernière chose, il existait aussi, et produit dans le procès de 1428, il existait aussi une translation en vers. Donc le récit de translation en prose avait été ensuite retravaillé pour être mis en vers, qui s'inspire donc du récit de translation en prose, et qui est plus tardive. Alors Boudon Lazerme dit qu'il y avait encore au XVIIIe siècle des clercs de la cathédrale qui chantaient cette translation en vers. C'est très intéressant. J'aimerais bien vérifier ça. Le problème avec Boudon Lazerme, c'est qu'on ne sait pas d'où ça sort. Mais probablement qu'il y a quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il faut retrouver d'où ça sort. Voilà. Donc je ne vous dirai pas grand-chose de ce récit de translation en vers. Moi, je vais me concentrer sur le récit de translation en prose. Il y a un moment où ça, c'est pour ça que je le mentionne, il y a un moment où ça m'intéresse, parce que, vous allez voir pourquoi. Alors, quelle est la structure de ce récit de translation en prose? On a une première leçon, donc un premier chapitre, qui est le prologue, et c'est là que l'auteur du récit de translation en prose dit qu'il a aussi écrit une vie de Saint-Georges. Donc en fait, on a affaire à un diptyque, quelqu'un qui a écrit un diptyque, et il a écrit la vie, et puis après le récit de translation. Ensuite, on a un résumé de cette vie de Saint-Georges, on nous explique que Saint-Georges est disciple du Christ. C'est probablement, c'est pas le plus ancien texte sur Saint-Georges. Le plus ancien texte sur Saint-Georges disait qu'il était disciple de Saint-Pierre. Enfin, entre-temps, on fait monter les enjeux et les enchères. Qu'il est compagnon de Saint-Front. Alors ça, c'est une constante dans le légendaire de Saint-Georges. Saint-Front, évêque de Périgueux. Qu'il a évangélisé le Velay. Qu'il est le premier évêque. Que son corps et son culte sont au départ à Saint-Paulien. Ensuite, leçon 3. Il est question des successeurs, qui restent anonymes, et surtout de Évodius, qui a transféré le siège épiscopal de Saint-Paulien au Puy. Donc il y a cette volonté d'expliquer le transfert du siège épiscopal et la fondation, donc au Puy, d'une cathédrale dédiée à la Vierge, mais qui en fait avait déjà été annoncée par une vision de Saint-Georges. Donc il y a un jeu d'écho déjà, un premier jeu d'écho, qui est que Saint-Georges aurait lui-même prophétisé qu'un jour il y aurait une cathédrale au Puy dédiée à la Vierge. Et puis on saute à la leçon 4, et en fait c'est là qu'on voit que en fait, ils ne savent rien sur leur histoire, parce qu'on saute directement à la mort de Guy. Alors Guy, évêque du Puy, on le connaît assez bien à la fin du IXe siècle, il est évêque sous Charles le Chauve et puis un peu après, qui, revenant de Rome, décède de maladie. Bon. Et puis, leçon 5, le roi des Francs, on ne sait pas qui, il n'y a pas de nom. Le roi des Francs a une vision qui lui annonce qu'il doit nommer comme évêque du Puy Norbert, frère du comte de Poitiers et duc d'Aquitaine.
leçon 6, le roi envoie Norbert au puits. Alors, il lui a pas dit qu'il allait le nommer évêque. En fait, il a rédigé un acte royal de nomination qu'il a scellé avec une bulle de plomb, d'or. Le détail est important. Et il l'envoie donc se présenter aux chanoines du pays. Alors c'est complètement anachronique, hein, c'est pas tout comme ça qu'on fait une nomination, une élection épiscopale au Moyen-Âge central, mais bon, c'est pas grave, l'auteur imagine ça comme ça. Ou plutôt au Moyen-Âge d'ailleurs. Et Norbert arrive au puits alors que la ville du puits est déchirée. Parce qu'il y a des gens qui veulent élire comme évêque l'abbé de Saint-Vital, qui est le frère du vicomte de Polignac. Mais on n'a pas le nom non plus du vicomte de Polignac. En fait, tous ces gens-là n'ont pas de nom. En fait, ce sont des archétypes. Et quand Norbert se présente, il donne l'acte royal, donc les chanoines rompent le sceau, la bulle, lisent l'acte royal, et ô stupeur de tout le monde, les chanoines et Norbert lui-même, puisqu'il n'était au courant de rien, ça c'est un topo d'humilité, il est nommé évêque du puits par le roi. Et alors évidemment, les Polignac et leurs partisans sont absolument furieux, donc ils vont, en leçon 7, faire la guerre au nouvel évêque du puits, Norbert, qui va faire appel au roi. Le roi fait une expédition militaire, leçon 8, en Velay, va battre les Polignac, détruire l'abbaye de Saint-Vital, et puis il repart. Et là, il semble que les Polignac recommencent, en fait. Ils recommencent à contester, et donc il y a une réunion des hommes sages, et on décide que l'évêque va céder Saint-Paulien aux Polignac, pour essayer de les amadouer, de les calmer. Et du coup, se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait des corps épiscopaux qui sont à Saint-Paulien? Puisque à Saint-Paulien, on a le corps de Georges, premier évêque du Velay, et puis le corps de Marcellinus, qui est aussi censé avoir été un évêque du Velay. Et à ce moment-là, le texte dit qu'on décide de les transférer, Georges au Puy et Marcellinus à Monistrum. Et leçon 9, récit de la translation, bon, c'est un récit topique, de lieu commun, tout le monde est très content, le corps de Saint-Georges arrive au puits, c'est la fête. Je ne sais pas où le mettre, c'est assez étonnant, je ne sais pas où le mettre, donc on le met dans l'église Saint-Étienne, bon, petite église Saint-Étienne, où il reste manifestement très longtemps, puisque le texte dit, récemment, cette église a été reconstruite et a été dédiée à Saint-Georges. Donc en fait, on comprend que l'église Saint-Étienne, elle était à la place de la collégiale Saint-Georges du Moyen-Âge central. Et puis, le tombeau est ouvert par un autre évêque du Puy-de-Pierre, donc c'est Pierre de Solignac en 1163, qui reconnaît le corps et les reliques de Saint-Georges. Et ça, effectivement, on a dans le procès de 1428, on a un acte de Pierre de Solignac qui reconnaît les reliques, et on a Odo de Gisset qui connaît cet acte, lui aussi, par une autre tradition manuscrite, qui permet de confirmer que ce n'est pas une invention des chanoines de Saint-Georges en 1428. Et ça se termine par Amen. Voilà donc ce récit de translation de reliques qui est intéressant, qui est déjà très bizarre en soi, mais bon. Alors, en fait, s'y ajoute dans le texte de 1428, une leçon 9 supplémentaire. Il y avait déjà 9 leçons. Vous avez vu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans le procès de 1428, après la fin de la leçon 9, on a une nouvelle leçon 9, in rubeo, en rouge. Alors, c'est là où Fayard a tricoté, comme il en a le secret, des trucs... enfin bon. Mais si on regarde les sources, en fait, cette leçon 9, in rubeo, alors c'est elle qui raconte le miracle de la pierre des fiers et l'emplacement de la cathédrale
pour justifier l'emplacement de la cathédrale, hein, donc qui explique que voilà, vous savez, c'est la dame qui vient s'allonger sur la pierre pendant la nuit, puisqu'elle a une vision de la Vierge, elle est guérie, et c'est ça qui va justifier la construction de la cathédrale. Ça, c'était pas du tout hein, dans le récit de translation. C'est dans cette leçon 9 supplémentaire in Rubeo, et cette leçon 9 supplémentaire in Rubeo fait de nouveau allusion à l'ouverture du tombeau en 163, et se conclut à nouveau par Amen. Alors, en fait, Fayard avait pas tort. Fayard avait dit il y a un montage, mais sauf qu'il ne l'avait pas vu au bon endroit. Le montage, c'est qu'on est allé en fait en 1428. En fait, vous aviez un récit de translation en 9 leçons, et en 1428, on est allé rajouter un épisode supplémentaire, qui est la leçon 9 in Rubeo. Le confirme d'ailleurs le fait que dans le Liber de Podio manuscrit, hein, ce que vous avez là sous les yeux, c'est le manuscrit de Médicis, qui est à la BL. La translation s'arrête à la leçon 9. La translation, elle s'arrête là. Il n'y a pas, chez Médicis, il n'y a pas la leçon 9 in Rubeo. Il n'y a pas la leçon supplémentaire. Hein. Et d'ailleurs, si on prend la translation en vers, dont je vous ai dit qu'elle était elle s'inspirait de la translation en prose, si on prend la translation en vers, elle s'arrête à la leçon 9 de la translation en prose. Il n'y a pas la pierre des fièvres, etc., etc. Donc en fait, on avait bien un récit de translation qui était clos sur lui-même, hein, qui s'arrêtait à la leçon 9, et on est allé rajouter en 1428 un extrait d'un autre texte, hein, parce que ça permettait d'en rajouter. Hein, bon. La question évidemment, c'est d'où vient l'extrait qu'on a rajouté en 1428. Et en fait, je vous l'ai dit dès le départ, le récit de translation dans son préambule explique que le même auteur que le récit de translation a aussi écrit une vie de Saint Georges. Et dans la troisième leçon, quand il expliquait que Évodius avait fondé la cathédrale et que Georges avait eu déjà une vision prophétique, il renvoyait explicitement à la vie qu'il avait écrite. Or, effectivement, la leçon 9 in Rubeo, elle correspond à cette vision prophétique de Georges. Et on a, alors, en plus, il y a un jeu d'incipit, c'est-à-dire que la leçon 9 in Rubeo, elle commence par Eterne vitae predicator Georgius, etc. Et en fait, dans le procès-verbal de 1428, on a aussi produit le Liber Sanctoralis d'une autre collégiale du Puy, qui explique que là, ce qu'on produit, c'est pas le récit de translation, c'est la vie de Saint-Georges. Que cette vie de Saint-Georges commence par Beatissimus Georgius Christi Confessor au folio 441. Dans le procès, on a noté les folios. Et qu'au folio 445, on a un texte qui débute par Eterne vitae predicator Georgius. Donc en fait, on a la preuve que l'extrait qu'on a rajouté au récit de translation en 1428, la leçon 9 in Rubeo, en fait, c'est la leçon 9 de la vie de Saint-Georges, composée par le même auteur. Ça va? Vous n'êtes pas perdu, hein? Donc en fait, j'ai un récit de translation complet, 1 à 9, et j'ai un récit de vie de Saint-Georges par le même auteur, dont je n'ai que le tout début, Eterne vitae predicator, et puis j'ai le texte de la leçon 9 de cette vie dans ce qu'on a rajouté en 1428 au récit de translation. Donc c'est un puzzle en fait. Hein, c'est un puzzle. Et voilà. Et on a aussi d'ailleurs le même jeu hein, avec ce qui est produit du Liber Legendarum de la collégiale Saint-Vosy. Donc on a manifestement un auteur qui a rédigé deux textes. L'un qu'on connaît en entier, le récit de translation, et puis une vie qu'on connaît seulement par fragment. Alors la question suivante, parce que les questions s'enchaînent, ça devient qui est cet auteur? Et surtout, quand est-ce qu'il a travaillé? Quand est-ce que le récit de translation et la vie de Saint-Georges, par le même auteur, ont été composés? Alors, c'est un texte qui défend en partie, au moins le récit de translation, les intérêts épiscopaux, mais qui insiste sur la présence du corps de Saint-Georges au puits. C'est d'ailleurs pour ça hein, qu'ils l'ont utilisé en 1428, avec notamment cette insistance sur l'ouverture du tombeau
en 163. C'est un texte aussi, je vous l'ai dit, qui insiste sur la construction récente de l'église Saint-Georges. Et dans l'extrait de la vie, il insiste sur l'excellence du culte qui est rendu à Saint-Georges dans cette église Saint-Georges. Sans compter que les manuscrits proviennent de la collégiale Saint-Georges. Donc moi je pense que c'est assez raisonnable de considérer que, en fait, l'auteur du récit de translation et de cette vie est un chanoine de Saint-Georges-du-Puy. C'est un chanoine de Saint-Georges-du-Puy qui a écrit la vie de Saint-Georges, dont on n'a que des fragments, et qui a écrit ce récit de translation qui permet d'expliquer pourquoi ils ont le corps de Saint-Georges et cette fierté qu'ils ont d'avoir le corps de Saint-Georges, le premier évêque du Velay. Se pose la question de la véracité des faits rapportés. Alors, le chanoine Fayard a essayé à toute force de défendre l'historicité du récit de translation. C'est-à-dire, il est parti dans l'idée, puis quand il avait une idée, il s'y accrochait, il est parti dans l'idée que ce qui était raconté, même si c'était raconté plus tard, ça devait être vrai, et il a cherché à démontrer ça à toute force. Alors en particulier, il a cherché à démontrer que le vocabulaire du récit était un vocabulaire qui correspondait à des actes des 9e et 10e siècles. Alors, honnêtement, rien du tout. C'est un vocabulaire latin, de latin médiéval, qu'on pourrait avoir dans des actes des 9e et 10e siècle, mais qu'on peut avoir dans n'importe quel récit de translation. Donc ça marche pas. Ça marche pas. Deuxième problème, le récit de translation évoque la construction de l'église Saint-Georges, et en fait l'église Saint-Georges, on sait qu'elle est construite vers 1089. Donc en fait elle est construite de manière très tardive. Et dans cette église Saint-Georges, on a trouvé en 1699, parce que le procès avec les gens de Saint-Paulien rebondit, donc nouvelle ouverture du tombeau en 1699, on a trouvé des inscriptions sur pierre qui identifient le corps de Saint-Georges. Sauf que ces inscriptions sur pierre ont été soigneusement dessinées par les gens de l'époque moderne, coup de chance, ce qui a permis à Robert Favreau, qui était un très très grand épigraphiste, de faire une expertise du type d'écriture auquel on avait affaire. Et c'est pas du tout une écriture épigraphique carolingienne, c'est une écriture épigraphique romane. Donc 11e ou 12e siècle. Et donc, en fait, et le texte, il mentionne ces inscriptions. Donc en fait, on voit bien que le texte est roman, les preuves sur lesquelles il s'appuie sont romanes, il n'y a pas d'actes antérieurs, il n'y a pas de texte derrière, contrairement à ce que pensait Fayard. Et donc tout ça est quand même très tardif. On est sur des faits de la fin du 9e et on raconte ça 3 siècles plus tard. Bon. Alors est-ce qu'il peut y avoir une transmission mémorielle ? Le problème quand même aussi, c'est que le vicomte de Polignac, c'est un anachronisme. Il n'y a pas de vicomte de Polignac à la fin du 9e siècle. Ça n'existe pas. Il y a un vicomte de Velay à la fin du 9e siècle, mais il n'est pas à Polignac. Bon. Donc c'est une projection anachronique. Norbert, frère du comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, on n'a pas le nom du comte de Poitiers et du duc d'Aquitaine. On n'a pas le nom. Et c'est le seul moment où on nous parle de ça. L'abbaye Saint-Vidal, on ne la connaît pas par ailleurs. Alors vous me direz, de toute façon, on nous explique qu'elle est détruite. Ça, c'est pratique. Le puits est régulièrement désigné dans le récit de translation comme podium. Or, le puits ne devient podium Sancte Mariae puis Sainte-Marie qu'à partir du Xe siècle. Donc là aussi, ça ne colle pas avec des faits de la fin du 9e. Quant à l'emploi de Boula pour un acte royal, alors là, on verra que c'est carrément 12e. Bon. Et le roi des Francs n'a pas son nom non plus. Donc en fait, on voit bien que... alors, l'auteur sait les noms des évêques du Puy, quand même, Guy, Norbert, ok, mais après, vicomte de Polignac, il ne sait pas comment il s'appelle, l'abbé de Saint-Vidal, même le rival, il ne sait pas comment il s'appelle, le roi des Francs, il ne sait pas comment il s'appelle, en fait, il ne sait rien, quoi. Bon. À mon avis, c'est un passé totalement légendaire, c'est un passé complètement imaginaire, et ce texte ne peut rien nous apprendre
sur ce qui s'est passé au Puy à la fin du IXe siècle. Parfois on peut, mais là je crois qu'il faut renoncer. C'est tellement fou que c'est pas possible. Ça peut rien nous apprendre sur ce qui s'est passé au Puy à la fin du IXe siècle. En revanche, ça peut nous apprendre des tas de choses sur ce que les gens de l'époque de rédaction du texte avaient dans la tête. Et donc la question centrale, c'est l'époque de rédaction de ce récit de translation. Alors Chassin, dans l'édition de Médicis, avait dit 13e, voire 14e siècle. Fayard avait dit vers 1100. En fait, celle qui a bien cerné les choses, c'est Mélinda Bizry dans sa thèse. Mélinda Bizry avait saisi que le point central du récit, en fait, c'est la lutte avec les vicomtes de Polignac. C'est la lutte avec les vicomtes de Polignac, et donc elle le mettait sous l'épiscopat de Pierre de Solignac en disant il y a là quelque chose. On sait que l'épiscopat de Pierre de Solignac, c'est le moment où le conflit guerrier avec les vicomtes de Polignac est au sommet. Et donc ce texte-là, il doit servir justement Pierre de Solignac contre les vicomtes de Polignac. Et effectivement, elle a raison. Elle a raison parce que d'abord, Pierre de Solignac revendique Saint-Paulien contre les vicomtes de Polignac, qui disent « mais c'est à moi, Saint-Paulien », jusqu'en 1171. En 1171, Louis VII donne Saint-Paulien à l'évêque. Alors, l'évêque va ensuite le rétrocéder dès 1173 au vicomte de Polignac, mais il lui rétrocède en fief, en fait, ce qui veut dire qu'il a bien les droits éminents sur Saint-Paulien. Et donc, effectivement, un récit qui expliquait que Saint-Paulien avait été cédé par l'évêque, etc., n'a d'utilité que jusqu'en 1171, puisque à partir de 1171, plus personne ne conteste réellement la domination épiscopale, au moins lointaine, sur Saint-Paulien. Donc ça ferait un point d'arrivée. Le texte est rédigé avant 1171. Et puis, il emploie ce terme de boula pour un acte royal, et ça c'est un truc pas français, ça. Un acte royal boula, les bulles d'or pour un acte souverain, c'est impérial. Ça renvoie aux actes de Frédéric Barberousse dans la vallée du Rhône. Mais en fait, ça renvoie surtout, on a un acte royal français qui est qualifié de boula, c'est la bulle d'or, concédée par Louis VII à l'évêque de Mende, Aldebert de Tournai, en 1161. Et ça, c'est très intéressant, parce que Aldebert de Tournai, il est chanoine du Puy en même temps qu'il est évêque de Mende. Donc ça veut dire qu'au Puy, on a forcément été au courant de la bulle d'or qu'a obtenue l'évêque de Mende en 1161, et ça explique le vocabulaire employé pour désigner un acte royal dans ce texte. Donc ça ferait 1161, 1171 comme fourchette. Et en fait, on peut resserrer la fourchette, puisque le texte, dans sa rédaction originelle, fait allusion à l'ouverture du tombeau par Pierre de Solignac en 1163. Donc vous avez là un texte qui est rédigé entre 1163 et 1171. Voilà. Alors, ce récit, écrit donc par un chanoine de Saint-Georges probablement entre 1163 et 1171, il est au service de la politique de l'évêque Pierre de Solignac. D'abord parce qu'on y voit la lutte justement contre les vicomtes de Polignac au Puy. Alors vous le savez, l'évêque du Puy contrôle effectivement sa ville depuis la fin du XIe siècle. À la fin du XIe siècle, les évêques du Puy ont chassé les vicomtes de Polignac. Les vicomtes de Polignac ont juste gardé le contrôle de l'atelier monétaire. Mais sinon, ils ont été chassés de la ville, et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'ils se replient définitivement sur la forteresse de Polignac à 3 kilomètres. Mais en fait, ils essaient de revenir tout le temps. En tout cas, au XIIe siècle. D'où le conflit du XIIe siècle, qui est une série de guerres seigneuriales entre le vicomte et l'évêque. Alors évidemment, les textes sont toujours en train de chouiner, parce que les textes, ils viennent de l'évêque. Donc les textes sont toujours en train de chouiner que le vicomte est trop méchant, qu'il a dévasté toutes les terres de l'évêque et des vassaux de l'évêque. Bon, il y a quand même un moment où on apprend que le vicomte se plaint des choses que les troupes de l'évêque ont détruites. Donc en fait, on comprend bien que c'est un jeu à deux, et c'est la pratique de la guerre seigneuriale. La pratique de la guerre seigneuriale, en fait, consiste à aller ravager les terres et les domaines de l'autre. Bon.
Ça permet de faire du butin, et puis au passage, c'est quand même, on prend moins de mauvais coups en allant s'en prendre aux paysans de l'autre qu'en allant affronter ses propres chevaliers. Alors, vous connaissez sans doute l'histoire, hein, les vicomtes de Polignac sont alliés avec les comtes d'Auvergne, hein, qui sont probablement comtes de Velay à ce moment-là, et il y a toute une série de renversements d'alliances. Bon. Et la paix va être imposée par le souverain en 1171. Hein, Louis VII va capturer les vicomtes de Polignac, va les ramener prisonniers à Paris, va imposer la paix en 1171, et puis d'ailleurs ensuite il va adoucir les choses en 1173. Or, je l'ai dit, dans le récit de translation, la translation du corps de Saint-Georges est une conséquence de la décision politique de céder Saint-Paulien au vicomte. Et cette translation, elle est extrêmement bizarre. D'abord parce qu'en fait, si je reprends la structure que je vous ai donnée tout à l'heure, en fait, la translation là-dedans, c'est 2 chapitres. C'est 8 et 9. 8, on décide la translation, 9, on fait la translation. Et si vous regardez toutes les leçons antérieures, on parle de plein de choses, sauf de la translation. Donc on voit bien qu'en fait c'est un récit de translation, mais ce qui intéresse de manière centrale l'auteur, c'est pas ça. Ce qui intéresse de manière centrale l'auteur, c'est le rapport au roi et au vicomte de Polignac. Et c'est le conflit avec les vicomtes de Polignac. Elle est d'ailleurs bizarre parce que normalement dans un récit de translation, la translation doit être annoncée par une vision. C'est le cas à Mende pour Aldebert de Tournelle, quand il fait transférer Saint-Privat, il a des visions qui lui disent de le faire. Or ici, pas du tout en fait. Hein. La seule vision qu'on a, c'est le roi qui nomme Norbert évêque du Puy. Et qui donc déclenche le conflit avec les Polignac. Hein. Bon. Donc c'est un récit de translation qui est tout à fait atypique. Hein. Et il est atypique parce que le cœur du récit, c'est le traitement des ennemis Polignac qui veulent l'évêché, qui dévastent le diocèse, et en fait ça fait écho à ce que Pierre de Solignac lui-même dit dans les actes royaux, hein, que les Polignac dévastent son diocèse, qui brisent la paix, qui brisent les serments, que ce sont des fauteurs de troubles, et le récit de translation en fait dit la même chose pour les soi-disant Polignac de la fin du IXe siècle. Hein. Et le rétablissement, donc vous avez un jeu d'écho, les Polignac de la translation sont l'écho des Polignac du XIIe siècle. Le roi qui intervient pour établir la paix dans le récit de translation est l'écho de Louis VII intervenant pour rétablir la paix en 1171. Et l'évêque du Puy Norbert, en fait je pense dans ce récit de translation, est l'écho de Pierre de Solignac. C'est l'écho de Pierre de Solignac. L'évêque du Puy qui lutte contre les Polignac, oui, c'est en fait Pierre de Solignac. Donc en fait c'est un texte du XIIe siècle qui, sous prétexte de parler de la fin du IXe, parle en fait du XIIe siècle. Bon. Et c'est pas tellement étonnant, parce que ça correspond à ce qu'on appelle le régime d'historicité, c'est la manière de concevoir les rapports entre passé, présent et futur médiéval, qui est celui de la réitération. Les gens du Moyen-Âge pensent que le présent répète des faits passés. C'est pour ça qu'ils sont toujours en train de chercher le nouveau Constantin, le nouveau Clovis, le nouveau Saint-Louis, le nouveau ce que vous voulez. Parce qu'en fait, le présent est toujours lu à la lumière d'exemples passés. Et donc, pour quelqu'un du XIIe siècle, qu'il y ait une espèce de répétition entre des faits de la fin du IXe et les faits de son époque, c'est normal, en fait. C'est même presque une garantie de vérité, en fait. Bon. L'autre chose, donc c'est un texte, en fait, qui plaide en faveur de Pierre de Solignac contre les vicomtes de Polignac. L'autre chose, c'est qu'en fait, le texte dessine un mouvement très intéressant de construction du territoire diocésain. Puisque le corps de Saint-Georges, qui est à Saint-Paulien, est transféré au Puy, hein, donc j'aurais dû mettre une flèche, hein, bon, désolé. Donc vous avez un premier transfert, et puis le corps de Marcellin est transféré à Monistrol.
Et en fait, si vous regardez bien, bah, une fois que vous avez affirmé Saint-Paulien, Le Puy, Monistrol, avec ces mouvements, c'est pour ça quand même que j'aurais dû mettre la flèche, vous structurez en quelque sorte le territoire diocésain. Simplement, vous ne le structurez pas comme un espace aréolaire, hein, comme une surface avec des limites. Alors ça, c'est la carte que nous, on a sous les yeux, parce que nous, on n'arrive pas à penser autrement comme ça. Hein. Vous le structurez par des déplacements, en fait. C'est une conception du territoire qui se construit par le déplacement d'un point à un autre. Hein. Le territoire du diocèse du Puy, c'est de Saint-Paulien au Puy, de Saint-Paulien à Monistrol. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les géographes comme Jérôme Monet appellent un territoire réticulaire. C'est un territoire qui est structuré par des réseaux, en fait. Hein. Des réseaux de points qui sont reliés entre eux. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la même époque à Mende, vous avez un récit de translation qui, lui, conçoit le territoire comme étant une surface délimitée par des limites. Hein. Donc, à deux diocèses de distance, au même moment, hein, puisque c'est tout à fait contemporain, on peut avoir des conceptions du territoire et de l'espace qui sont différentes. Voilà. Bon, conclusion. On a, entre 1163 et 1171, la rédaction de deux textes. Une vie de Saint-Georges, qui pour l'essentiel est perdue, on n'a que des fragments, et puis un récit de translation, lui on le possède en entier, probablement par un chanoine de Saint-Georges du Puy. Il y a quand même un certain nombre d'indices assez clairs dans le récit de translation, mais qui lui-même en fait se met au service de l'évêque du Puy, Pierre de Solignac, et de sa politique, pour lutter contre les Polignacs et pour construire une première image, c'est une image réticulaire, mais une première image, une première conception du territoire diocésain. Ce qui n'est pas étonnant, hein, c'est en luttant aussi contre les vicomtes de Polignac que les évêques du Puy, justement, s'affirment comme les maîtres du diocèse. Hein. La rivalité se fait sur le Puy, mais elle se fait aussi sur le territoire diocésain. Et ces textes ont été réutilisés en 1428 dans un procès pour servir la cause des chanoines de Saint-Georges du Puy contre les chanoines de Saint-Georges de Saint-Paulien. Bon. Alors je vous l'ai dit, ça rebondira ensuite à l'époque moderne, puisqu'il y a toujours des procès sur les mêmes questions à l'époque moderne. Et évidemment, vous voyez la complexité de ce à quoi on a affaire avec la figure de Saint-Georges, qui est une figure dont les gens, en fait, s'emparent au Moyen-Âge et à l'époque moderne pour défendre leurs enjeux et leurs intérêts. Hein. La question finale en forme de clin d'œil étant d'où vient la figure de Saint-Georges évêque du Puy, mais ça, c'est une autre histoire. Merci. J'imagine qu'avec la complexité du dossier, vous avez de nombreuses questions. Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur l'authentique? C'est, enfin, traduit, ici sont les membres et ossements de mémoire, hein, du bienheureux Georges. Et après, premier évêque du Velay. C'était sur un parchemin ou... Non, alors ça c'est l'inscription lapidaire. Voilà, sur la pierre. Et sur l'authentique alors sur l'authentique de Pierre de Solignac en 1163, et ben en fait justement, il reprend les inscriptions lapidaires. Il ouvre le tombeau, il trouve les ossements et il dit mais c'est bien les ossements de Saint-Georges puisque on a l'inscription lapidaire qui le confirme et on a recopié l'inscription lapidaire. L'inscription lapidaire, en fait, on la connaît à la fois par l'authentique de 1163 et par les copies modernes faites directement sur la pierre. Mais avec le problème qu'on a aussi, à l'époque moderne, la découverte dans la collégiale Saint-Rosy du tombeau l'ouverture du tombeau de Saint-Évrius, sur Saint-Rosy, et on a une inscription lapidaire
qui, elle, semble carolingienne. Alors le problème, c'est que la copie n'est pas figurée. Mais les gens du puits l'ont fait expertiser, y compris par Montfaucon, etc. Donc des gens quand même du XVIIIe siècle peuvent se tromper, mais enfin... Et eux jugent que l'écriture épigraphique est carolingienne. Et cette inscription dit que Évotus est le premier évêque du Puy. Alors le problème de toute façon, c'est que c'est pas non plus une preuve décisive, puisque le récit de translation dit bien que Évotus est le premier évêque du Puy, puisqu'il a transféré le siège épiscopal. On dirait qu'ils ont modelé cette légende de Saint-Georges par rapport à leur conflit, quoi. Oui, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Ils ont modelé la légende de Saint-Georges selon ce qui les intéressait dans la deuxième moitié du XIIe siècle. C'est clair. Et après, le problème, c'est que comme c'est dans un acte de procès de 1428, c'est pris au pied de la lettre. Et toute l'érudition va le prendre au pied de la lettre. C'est un premier exemple, documenter celui-là, de la lutte qui va durer pendant des siècles entre les Polignacs et les Gauchers. Ouais, alors, d'après ce que dit Martin, en fait, il y a des rebonds, il y a des calmes. Oui. Parce qu'au XIIIe, ça se calme plutôt. Oui. Au XIIe, c'est pas vraiment calme. Alors, au XIIe, c'est intense. Au XIIIe, ça se calme plutôt. Et après, je sais plus, je crois qu'il y a une reprise à l'époque moderne. Ouais. Et la fin du Moyen-Âge, je sais plus. Mais il me semble que Martin de Framont, qui avait regardé ça près, disait qu'en fait, c'est pas si continu que ça, en fait. Il y a des phases de crispation, il y a des phases où ça se... ils s'entendent bien. Mais là, au 12e, oui, c'est vraiment le moment où, en plus, c'est guerrier, quoi. C'est-à-dire que... Parce que je pense que les dévastations du vicomte de Polignac, elles sont réelles. Là où les évêques du Puy jouent, enfin là où Pierre de Solignac joue, c'est qu'il se garde bien de raconter que lui, il a fait la même chose. Parce que quand même, hein, oui, c'est ça, dans le traité de 1173, c'est ça, le vicomte de Polignac fait état de la nécessité de reconstruire 4 de ses châteaux. Ça veut dire qu'en fait, l'évêque du Puy a rasé 4 des châteaux. Pierre Solignac, c'est pas un personnage neutre. C'est le grand évêque du XIIe. Oui, oui. C'est celui de la première travée de la cathédrale, dans le Oui, oui. Puis, il gouverne longtemps, hein, parce qu'il gouverne de 1159 à 1187, puisque là, effectivement, à partir de 1187, c'est l'autre Pierre, principalement. Mais quand même, 1159 à 1187, c'est en place très longtemps. Il y a d'autres questions. Moi, j'ai pas la mémoire là-dessus, mais les seigneurs Solignac, ils avaient rendu hommage à l'évêché du Puy à un moment donné. Oui, mais je sais pas. Et alors après, donc les Polignac, quand ils sont emparés de Solignac, ça devait les gêner un peu, il devait y avoir des... C'était peut-être pas très clair. Là. Non, parce que de toute façon, en fait, les Polignac, en fait, deviennent vassaux des évêques du Puy. Les Solignac sont des vassaux des Polignac. Et les Solignac deviennent des vassaux des Polignac. En fait, les Polignac deviennent, alors c'est notamment à partir de 1214 ou 1217, parce que là, il y a encore un conflit, mais qui est un conflit justement sur le fait que le vicomte ne veut pas rendre l'hommage à l'évêque, et à partir de là, il semble que bon, ils rendent hommage à l'évêque. Alors après, ils rendent hommage, ça ne les empêche pas de temps en temps de regarder un peu quand même. Mais en fait, ils sont vassaux des évêques. L'espèce de compromis tendu qui a été trouvé, c'est qu'au fond, le vicomte est vassal de l'évêque. Et par ailleurs, ils ont totalement perdu la monnaie. À partir du début du XIIIe siècle, la monnaie du Puy est battue uniquement au nom de l'évêque. Ils n'ont plus aucun droit sur la monnaie. Donc en fait, ils n'ont plus aucun droit dans la vie du Puy. Alors, comment se forge une légende comme ça? Parce que je vais te raconter un truc. Je n'ai pas la culture historique comme ça, mais Saint-Georges, j'en ai entendu parler depuis mon enfance. Et Saint-Georges est mort derrière un buisson à la chambre de Trespeuil. Ça veut dire qu'il est mort derrière un buisson à la chambre de Trespeuil. C'est ce qu'on m'a raconté quand j'étais enfant.
Alors, j'imagine qu'on peut raconter que Saint-Georges est mort dans certains endroits, un peu partout. Mais les gens, les anciens dans le sud de la Haute-Loire racontaient ça. Donc il ne serait pas mort à Saint-Paulien, alors. Alors, voilà. Mais est-ce que c'était le même? Trespeux, ça se situe au-delà du Devès, Voilà. derrière. Donc, Vers le la chambre de Trespeux. Ouais. C'est pas du tout Saint-Paulien. Ah, ouais, pas du tout. Et la voie Bolène, Pascal. Ah oui, voilà. Ouais, ouais. En fait, alors, c'est vraiment une question passionnante. En fait, c'est le problème de la transmission orale. Oui. Alors, c'est quelque chose qui a été très très étudié sur l'Afrique subsaharienne. Et en fait, mais un peu aussi en France, notamment c'est les travaux de Joutard sur les Cévennes. En fait, la transmission orale, elle transmet très bien tout ce qui est émotionnel en fait. Donc, parce que lui, il a travaillé sur les camidards des Cévennes, par exemple. Et donc le traumatisme des camidards dans les Cévennes, il se transmet très très bien au fil des siècles. Et en revanche, la tradition orale, elle déforme les lieux, les personnes, les dates. Et donc effectivement, parce que c'est très souple en fait, c'est-à-dire que il faut imaginer, en fait, on raconte de génération en génération, et en fait, à chaque fois qu'on raconte, on déforme, on modifie. Ouais. Pas forcément d'ailleurs pour des raisons. Alors il peut y avoir des raisons d'adaptation aux enjeux du présent, etc. Mais il peut y avoir aussi l'envie de raconter les choses un peu différemment des précédents, l'envie de faire plaisir à son public. Et donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut. Donc oui, bah oui, les gens de Trespeux, ils avaient peut-être envie que Saint-Georges soit mort chez eux, et pourquoi pas. Oui. Voilà. Mais c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on voudrait travailler avec Nicolas Reverdy. Parce que c'est quelque chose qu'on a très très peu travaillé en Occident, parce que sur l'Occident, on considère que quand c'est une transmission orale, on élimine, c'est pas fiable, ce qui est vrai quelque part. Mais il n'empêche que c'est intéressant quand même, parce que les sociétés qu'on étudie, on les étudie à partir de sources écrites, mais c'est quand même des sociétés de transmission orale en fait, majoritairement en fait. Donc décider que, enfin voilà, c'est un gros problème. Donc non, c'est. Et par ailleurs, moi je veux bien que Saint-Georges soit mort où on veut, parce que j'espère que je ne vais choquer personne. En fait, Saint-Georges n'a jamais existé. Il y a une tradition. Une tradition légendaire qui veut que Georges ait voyagé avec Franck. Et Oui. les Carmélites, je ne sais plus quelle. Elles ont le demi-bâton de Saint-Pierre. Le bâton Oui. de Saint-Fond. Alors en fait, qui est le bâton de Saint-Pierre. Alors en fait, ça se trouve dans les vies de Saint-Georges, dans les vies de Saint-Front. Donc Georges voyage avec Front, il meurt, et Front, désespéré, retourne voir Saint-Pierre, qui nous a envoyé en mission, qui lui dit, mais il n'y a pas de problème, je te donne mon bâton, et tu vas le ressusciter. Et donc Front ressuscite Saint-Georges avec le bâton de Saint-Pierre, et ensuite ils cassent le bâton en deux et ils partent chacun avec une moitié. Donc il y aurait une moitié à Périgueux et une moitié à Saint-Paulien, et puis donc arrivé au puits. Et l'une des versions de la légende ajoute même, c'est pour ça que les évêques de Rome n'ont pas de bâton, n'ont pas de crosse épiscopale, parce que Saint-Pierre il l'a donné à Saint-Paulien. Alors ce qui est très intéressant sur cette histoire, c'est qu'elle est dans toutes les vies de Saint-Georges, toutes les vies de Saint-Front. Et en fait, au départ, dans les premières vies de Saint-Front, donc dès la fin du 8e siècle, la plus ancienne vie de Saint-Front, elle est fin du 8e siècle. Georges est un prêtre qui accompagne le front. Il n'est jamais évêque et il n'est jamais question du velay. Le Georges oriental. Non, c'est pas le Georges oriental, c'est un Georges compagnon de Saint-Front. Et en fait, dans les martyrologes au Moyen-Âge, c'est ça qu'on a. On n'a jamais de Georges évêque du Velay. C'est un Georges compagnon de front qui va en Périgord et des fronts, etc., etc. Donc en fait, le Saint-Georges du Velay, il est dérivé du Georges compagnon de front, du Georges oriental probablement, puisque la collégiale Saint-Georges de Saint-Paulien, elle est dédiée à Saint-Georges oriental,
Et je me demande aussi, pour le côté évêque, parce que là, aucun des deux ne donne évêque, il y a un évêque de Vienne, c'est pas loin, au 7e siècle, qui est saint, et qui s'appelle Georges. Donc en fait, je me demande si c'est pas un bricolage, et dont la fête est 8 jours avant la Saint-Georges. Donc en fait, je me demande si c'est pas un bricolage, en fait, à partir de 3 Saint-Georges, le Saint-Georges oriental, le Saint-Georges évêque de Vienne, et puis le Saint-Georges compagnon de front, et on a fabriqué Saint-Georges. Et en fait, ce type d'embrogamini qui arrive à faire des légendes construites, on a ça dans presque toutes les fondations ecclésiastiques. Il n'y a qu'à regarder le dossier géographique du monastère aux premières années. Oui, oui, alors c'est vrai que oui, le monastère, ça marche aussi. Alors quand même, là, il y a quand même un sacré bricolage. Et puis surtout, il est quand même très très tardif. Ce qui est frappant, c'est qu'il est quand même très très tardif. C'est-à-dire que l'apparition de Saint-Georges, premier évêque du Velay, c'est probablement le premier quart du Xe siècle. Il semblerait que les constructions dans les établissements monastiques, du fait de leur meilleure pratique de l'écrit. Ouais, mais c'est très tard quand même. Il y a beaucoup de diocèses où, tu vois, Saint-Martial par exemple à Limoges, c'est une construction déjà à l'époque mérovingienne. Alors après, on va en rajouter, mais là, ce qui est frappant dans le cas du Puy, c'est que c'est un diocèse où manifestement, on ne sait pas très bien qui sont les premiers évêques. Alors, si, ceci dit, probablement qu'en fait, au départ, on considère que le premier évêque, c'est vous. Moi, je n'ai pas les preuves sûres, hein, mais je pense qu'à l'époque carolingienne, non plus, on considère que le premier évêque, ça a toujours été. C'est les listes liturgiques des constructeurs de la cathédrale qui commencent tous par les Et c'est quelqu'un qui est présent en Massy. Et je pense qu'on est allé, Alors après, c'est le problème du rapport avec Saint-Paulien, du transfert, pas transfert. En fait, on s'est fondé sur ces textes tardifs. Alors, en fait, il faut tout redétricoter et tout remettre dans le bon sens. Enfin, Et puis, je suis même pas sûr qu'on y arrive parce qu'on bute quand même sur le fait que les textes sont tardifs. Oui, ou absents. Ou absents. Parce que bon, je dis que Saint-Georges, le premier évêque du Velay, a jamais existé, sauf si un jour quelqu'un trouve une inscription à Saint-Paulien, un document qui est constant de Saint-Georges. La présence à Saint-Paulien. Non, Joël, t'es pas obligé d'aller utiliser le chat GPT pour fabriquer. Tout ce que tu as dit est vrai. La présence des Pauliniaques à Saint-Paulien, elle est antérieure. Hein. Oui, alors oui, parce que, oui, c'est-à-dire que le texte sert justement à contredire. Oui, tu as raison, parce que dans la chronique de Tournu, il donne l'église de Saint-Paulien à Tournu dès le Xe siècle, en fait. Et ça, c'est un fait avéré, quoi. Donc oui, c'est ça, le récit de translation, en fait, qui permet de contredire le fait que les Pauliniaques, en fait, étaient les vrais nécessaires de Saint-Paulien. En fait, en même temps, ils ont été les destructeurs des bâtiments romains. C'est ce qu'on constate. Ils avaient des matériaux, ils s'en sont servis. Ah oui, ils ont employé. Ils ont donné. Oui, mais enfin, la cathédrale du Puy, elle est entièrement, enfin, pas entièrement, elle est en partie construite en réemploi romain aussi. Oui. Non, mais oui, c'est ça, tu as raison. Les Pauliniaques, historiquement. Avant d'être des Pauliniaques, ils étaient Saint-Paulien. Oui, c'est ça. Et donc le récit de translation vient contester ça en disant mais non, en fait, Saint-Paulien, alors c'était à l'évêque. Est-ce qu'on a une idée de quand sont implantés les Pauliniaques? En fait, ce qu'on a à la fin du IXe siècle, c'est un vicomte de Velay qui s'appelle Armand. Alors, c'est les travaux de cette Italie. Je n'ai pas revu le dossier. Et si je me souviens bien, on verra pour les principes, parce que ma mémoire me fait des tours, si je me souviens bien de ce que dit cette
compagnie, en fait, ces vicomtes de Velay ont des héritiers qui deviennent les vicomtes de Polignac à partir du XIe siècle. C'est-à-dire qu'en fait, la situation, c'est qu'au XIe siècle, ils ont à la fois Polignac et puis ils essaient de contrôler le puits. On a dans la deuxième moitié du XIe siècle un évêque, Étienne Taillefer de Polignac, qui était évêque de Clermont et qui se transfère lui-même du puits. D'où il est chassé. Et d'où il est chassé, il est déposé par un concile, par une liudie, etc. Mais manifestement, il faut des années pour le foutre dehors, en fait. Ah oui. Parce qu'en fait, il est soutenu par les chanoines et les habitants du puits. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, les Polignac perdent le contrôle de la siège épiscopal. Et ensuite, avec la démarche de Monteil, qui va leur acheter, je sais plus, 30 000 sous leur droit sur la ville du puits, ils perdent en fait aussi le contrôle de la ville. Sauf les droits sur l'atelier monétaire, qu'ils perdent, alors en 1171 ils le perdent, en 1173 ils en récupèrent une partie, et qu'au début du XIIIe siècle, ils bradent à l'évêque. Voilà. Donc pour revenir à votre question, ouais, ils deviennent vraiment, leur identité devient vicomte de Polignac au cours du XIe siècle. Oui, une preuve du fait que ce soit légendaire, et bien Vox Populi, c'est aussi le fait qu'entre Front et Georges, ils sont plutôt au IIe ou IIIe siècle, et que la création de l'APB du christianisme au puits, c'est plutôt de notre cycle. Hein. Oui, de toute façon, il y a déjà une hésitation, c'est-à-dire que certains textes disent que Front et Georges sont disciples de Saint-Pierre, et d'autres textes disent carrément qu'ils sont disciples du Christ. Oui. Voilà, Et de toute façon, effectivement, il n'y a pas d'évangélisation de lait au 1er siècle après Jésus-Christ. Ça, c'est le jeu. Mais en fait, tout le sud-ouest de la France joue à ce jeu-là à partir du Xe siècle, à avoir le saint évêque le plus ancien. C'est la légende de Martial. Et ici, parce que, alors ici, il y a un truc qui est rigolo, c'est que dans le légendaire de Saint Martial, on explique qu'il a déposé des souliers de la Vierge, l'un à Rodez et l'autre au puits. C'est dans le légendaire de Bernard Guy au XIVe siècle. Et alors à Rodez, ils sont très contents. Ici, Bernard Guy, on dit ah oui, Bernard Guy dit que Saint Martial a déposé un soulier de la Vierge chez nous. On a un soulier de la Vierge chez nous, etc. je crois que dans l'inventaire des reliques. Oui, mais attends. Oui, il y a un soulier de la Vierge. Oui, mais les gens du puits. Au 18e. Hein. Oui, mais les gens du puits. Non, c'est déjà chez le 15e. Mais les gens du puits, eux, ils refont un texte, une vie de Saint-Georges, dans laquelle ils rajoutent un truc et qui explique que le soulier de la Vierge, il descend directement du ciel, tu vois. C'est pas Saint Martial qui l'a amené. Parce qu'il n'est pas question que Saint Martial ait évangélisé le puits. Voilà. Tu vois. En fait, ils avaient des grands noms. Voilà, c'est question. Mais c'est le même texte où la cathédrale descend du ciel. Ils avaient le gros nom. Je sais plus, je crois que c'est les Vaudus et Scuter qui vont en pèlerinage à Rome chercher des architectes, machin, pour construire. Ils ont fait les plans pour construire la cathédrale, et quand ils reviennent, les anges ont fabriqué la cathédrale. Tout à fait le plan dessiné par le Seine. Ouais. Moi, pour cette période-là, on en a parlé ensemble. J'accorde un grand crédit au texte de François Prévost sur les premiers évêques. Oui, sur Ça reste un vrai travail aussi. Oui. C'est ce qu'on a de plus solide sur la question de Saint-Paulien, le puits. Et le crédit dont n'ont pas les personnes. Oui. Et de toute façon, alors, parce que là c'est l'archéologie qui parle, archéologiquement, maintenant on est totalement sûr que Ruessium est à Saint-Paulien et que la cité gallo-romaine elle est à Saint-Paulien. On en est réellement sûr depuis 3 ans. Parce qu'on a trouvé on a mis la main. Les poules de sauvetage au nord de Saint-Paulien ont permis de découvrir des vestiges d'un établissement public. Oui, tu as parce que jusqu'à maintenant, on n'avait rien. Oui, enfin, on avait quand même des indices qui étaient extrêmement forts. Et tu as raison, la preuve formelle, elle est dans la preuve archéologique. Même archéologiquement, on avait quand même des indices très forts. Il y avait un nombre d'inscriptions, oui, bien sûr, de monuments,
Il y avait le fait que l'évolution est sur la table de Pottinger, etc. On avait quand même tu as raison. C'est vrai que manquait un bâtiment public. Et on en a un depuis 2022, 2021-2022. Alors on en a un, mais on ne sait pas ce que c'est. Par contre, les murs font 4 mètres. Ouais. C'est la même largeur que le mur gallo-romain qui est sur la cathédrale. Voilà. Bon. Une question juste. C'est intéressant de faire rebondir sur le puits. Est-ce qu'avec tous ces éléments-là, on peut imaginer qu'il peut y avoir un puits avant la christianisation? On a la fête des animaux, on a le temple, les points d'interrogation, la cathédrale. Est-ce qu'on a des éléments à partir de tout ça qui pourraient nous permettre de dire, bah, oui, il y avait quelque chose, culturellement parlant, qui peut ressembler à ça ou à autre chose? Alors, je ne suis pas compétent. Il faut demander Et les gens donc, qui ont travaillé là-dessus, alors il y a, ce qui est sûr, c'est que les remplois qui sont faits effectivement dans les remplois romains qui sont faits dans la cathédrale du Puy sont des remplois de temple antique. Il y a très probablement un temple antique, plus ou moins à l'emplacement de la cathédrale actuelle. Alors à partir de là, donc, ça c'est factuel. Temple antique dédié à qui? Alors il y a une hypothèse qui a été émise par Sylvie Vidal, essentiellement étymologique, qui est que le nom du puits, donc au départ c'est la Mission en fait, et en fait à Nice, ça renvoie à un des noms, parce qu'en fait les dieux grecs et romains qui reviennent d'épithètes, à une des épithètes d'Apollon. Alors je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas d'accord. Or en fait, les textes légendaires de Saint-Georges au Moyen-Âge disent quand même que le nom de la mission vient du grec. Oui, et ça nous rapproche de Polignac. Ouais, mais alors ça c'est une légende hyper tardive. À la légende des Polignac. Oui. Moi, Donc, un jour, le duc m'a dit que peut-être qu'il y aurait eu un temple d'Apollon à l'emplacement de la cathédrale. En tout cas, il y a eu un temple. il y en a peut-être eu aussi un à Polignac. Non, le temple d'Apollon à Polignac, c'est vraiment. Mais non, il y a comment il s'appelle? Il y a quelqu'un qui a fait une thèse dessus et qui a très bien montré. Ouais, c'est ça. Et qui a très bien montré que c'est une fabrication moderne. Il vient de Non, c'est ça. Et Adidon, rien à voir. Là. Pardon? Adidon. C'est sur le linteau à la porte du papa. Non, Il y a Pas. d'un côté il y a Scutari di Vedeo, oui, de mais alors. l'autre côté il y a Scutari de Nice. Oui, mais enfin, même le Scutari du vidéo, il y a un problème, parce que pratiquement personne ne le relève, il y a un titre. Oui, c'est pas Scutari du vidéo. Un titre qui manque une lettre. C'est une lettre abrégée. Donc c'est pas Scutari du vidéo, en fait, c'est autre chose. C'est quelque chose. Donc, moi je sais pas. Tous ces trucs-là, il faudrait tout reprendre très très sérieusement. Posture de relais. Une prochaine conférence. Non, mais enfin, j'ai pas les compétences en fait, parce que l'épigraphie, c'est vraiment une compétence particulière et je ne l'ai pas. Donc si c'est pour aller refaire des trucs un peu imprécis comme ce qui a été fait jusque-là, je ne vois pas l'intérêt. Non, il faudrait vraiment un jour qu'on ait un spécialiste d'épigraphie antique Un élève de Favreau. qui se pose sur ces dossiers-là. Il n'y avait pas eu Rémi, là, je sais pas. Donc, c'était Rémi. Bon, là, Il a rien apporté. Ben, je sais pas, j'ai pas lu. Oui. Qui était Hilaire qui cohabitait avec. Oui, Georges parce qu'effectivement, oui, Pierre de Solignac, il authentifie à la fois les. Comment se fait qu'il. Ben, c'est l'évêque de Poitiers.
C'est l'évêque de Poitiers, dont les reliques sont censées avoir été rapatriées au puits au Xe siècle. Et on a effectivement une église Saint-Hilaire qui est documentée au puits à côté de Saint-Pierre-le-Monastier. Saint-Pierre-le-Monastier, donc en gros c'est la place du Clos actuelle, dès le Xe siècle. Et alors, là aussi il y a un dossier, parce que les reliques auraient été rendues au XIe siècle au duc d'Aquitaine, qui les aurait ramenées à Poitiers, mais en 1163, Pierre de Sauvignac prétend trouver les reliques dans la collégiale Saint-Georges. Et à Poitiers, à l'époque moderne, il semble que les chanoines de Poitiers ne savent plus où sont les reliques de Saint-Hilaire. Et donc quand, en 1699, on rouvre le tombeau de Saint-Georges et qu'on trouve à nouveau des inscriptions avec les reliques de Saint-Georges et de Saint-Hilaire, en fait, ils sont très contents et ils disent « Ah, mais vous ne pourriez pas nous en donner un petit bout, on a plus de reliques de Saint-Hilaire, etc. » Donc là, il y a un truc qui n'est pas... On va débrouiller aussi. Non, mais il y a plein de trucs à débrouiller. Hein. Vous revenez qu'il faut lire notre guéri. Ouais, mais là, c'est pas des vols. Hein. Guéri, c'est sur le vol des reliques. Là, c'est pas des vols. Hein. Apparemment, c'est qu'on aurait mis les reliques de Saint-Hilaire, parce que Poitiers est quand même très exposé aux inscriptions scandinaves, et on les a mis à l'abri depuis. Avec les Vikings, même la Loire. Voilà. Mais là, c'est pas un vol. Hein. Mais ce qui est étonnant, c'est que les gens de Poitiers disent pas ah mais non, c'est pas vrai, c'est nous qui les avons, etc. Ils ont l'air de dire bah non, en fait, on ne sait pas où elles sont. Donc, si vous les avez, c'est très sympa. Mais là aussi, en fait, la difficulté, c'est que tout ça apparaît dans les textes du XVIIe, XVIIIe, donc il faut recontextualiser à chaque fois. Et puis, alors, vous voyez bien, il y a un effet pelote de laine, quoi. Parce que tout ça s'entremêle, se répond. Mais merci beaucoup pour simplifier la démonstration de l'autre côté. C'est bien. Il y a des bidouillages sans nom. Par exemple, tout ce qui a été attribué aux Sarrasins au 7-8e siècle, je ne me rappelle plus le nom de la prof de Bordeaux qui a travaillé dessus. Il se trouve que le siège de Clermont, attribué aux Sarrasins, c'est les Vikings. Oui. Oui, bah oui. Enfin, tu as aussi des tas d'endroits, en Rouergue, où il y a des tas d'endroits où c'est les Vikings. C'est pour ça que les roues, c'est eux qui ont fait les roues, parce que ce genre de bleu, c'est eux qui ont fondé la Russie. Qui a fait là, pour la jeunesse, je crois pas. Hein. Enfin, ils y sont allés, mais je crois que les populations berbères sont déjà décrites en populations de claires, etc. Voilà. Merci à vous.